Les vagues orageuses avaient repris après le 9e décan, et la pluie ne s'était arrêtée qu'un peu avant l'aube, comme elle-même fatiguée par cette nuit de cauchemar. Nolan se surprenait à dévisager malgré lui les Goranais les plus matinaux, artisans courageux, vieillards désœuvrés ou mendiants au ventre vide. Plus de la moitié portaient des masques tout à fait communs, mais qui rappelaient invariablement aux novices les fantômes que les héritiers avaient affrontés sur les toits de la capitale impériale. Sans parler de cette mystérieuse créature. Ce seul souvenir troublait encore les pensées du jeune homme, qui contemplait les âmes anonymes qu'il croisait avec l'impression d'être passé dans un autre monde. À ses côtés, Amanon marchait d'un pas rapide sur les pavés mouillés. Comme Nolan lui-même, le collien avait de nombreuses égratignures plus ou moins profondes sur les mains et le visage. Pire, la tempe droite de l'interprète était d'une étonnante couleur jaune, là où Keb l'avait frappé de sa lova. Mano n'en parlait pas, ne se plaignait même pas, mais les grimaces qui glissaient sur ses traits quand il tournait la tête un peu trop vite évoquaient suffisamment sa douleur. Le novice lui-même souffrait d'une longue entaille sur le torse, compressée sous un pansement de fortune. Et cela n'était rien encore comparé aux blessures de Bobak et surtout de Zéjabel. Le novice regrettait d'avoir dû s'éloigner de la malheureuse Zou, mais jamais il ne lui serait venu à l'esprit de refuser d'accompagner Amanon. Même si leur petit groupe avait bénéficié de quelques décans de répit, rien ne prouvait que leurs ennemis avaient abandonné les recherches. Ainsi, les deux jeunes gens descendaient les avenues de plus en plus poisseuses de la cité, tout leur sens en éveil, en direction du port où ils avaient laissé le Rubicon. La gabière y était probablement toujours en place, mais encore fallait-il vérifier si elle n'était pas sous surveillance, ou même carrément envahie par des assassins en embuscade. Alors qu'ils approchaient des quais, pénétrant le quartier des pêcheurs et des négociants, Nolan put constater que cette partie de la ville débordait déjà d'activité. Il en comprit la raison en arrivant aux embarcadères eux-mêmes. Un bon tiers des bateaux étaient prêts à appareiller pour l'une ou l'autre destination, tandis qu'au moins autant d'équipages se hâtaient pour les imiter bientôt. Le novice se souvint alors que la navigation de nuit était interdite dans tout le Grand Empire. Les armateurs et leurs hommes devaient donc attendre l'aube et l'ouverture des portes du chenal pour lancer leurs navires dans une nouvelle étape de leur voyage, en espérant parcourir le plus grand trajet possible avant le crépuscule. Cette loi étrange, directement liée à une antique superstition, avait d'ailleurs causé beaucoup de soucis aux héritiers. Après avoir affronté les inconnus en manteau long et la monstrueuse créature qui les accompagnait, Mano, Erin et les autres n'avaient eu qu'une envie: courir jusqu'au Rubicon et fuir le plus loin possible de la ville. Mais comme cela leur était impossible, et que par ailleurs ils auraient eu les plus grandes difficultés à transporter Bobak et Zéjabel sur une si longue distance, ils avaient erré un moment dans les rues à la recherche d'un abri temporaire. Par chance, Keb connaissait suffisamment bien la cité pour les guider jusqu'à une sorte de vieille chapelle dédiée au culte de Mishra et d'apparence abandonnée. Le petit groupe de fugitifs s'y était retranché dans le plus grand silence, prodiguant des soins aux blessés, tandis que les orages se succédaient sur les dômes verdâtres de Goran. Et alors que chacun redoutait de voir la porte se briser soudain sous les coups d'un monstre à l'allure simiesque. Même caressé par les premiers rayons de ce jour nouveau, Nolan avait peine à se détendre. Une fois encore, ils avaient échappé à la mort, certes, mais celle-ci les frôlait toujours d'un peu plus près. Qui pouvait promettre d'ailleurs que Zéjabel survivrait seulement à cette journée? La Zou souffrait de plus de plaies que n'importe lequel de ses compagnons. Son état était même pire que celui de Bobak, qui était pourtant tombé d'une hauteur impressionnante. Et chacun avait encore en mémoire le bond prodigieux que la jeune femme avait exécuté au-dessus du vide pour aller protéger Nis et Erin. Indéniablement, définitivement, Zéjabel était l'une des leurs. Pour cela et pour d'autres choses encore, le novice ne pouvait supporter l'idée de la perdre. « Arrêtons-nous là », indiqua Amanon. L'interprète avait choisi un poste d'observation idéal, suffisamment éloigné des quais pour ne pas se faire repérer et en assez bonne vue du Rubicon pour en scruter le pont. La gabière, au moins,
était toujours là où il l'avait laissée. « Que comptes-tu faire » demanda Nolan en contemplant le va-et-vient des Goranais. « Attendre ici un moment pour commencer. Si l'un de ces fidèles de Phryas se montre sur le bateau, ce ne sera pas la peine d'insister par là. » Phryas, celui qui nuit. Amanon avait déjà intégré la secte du dieu persécuteur à ses réflexions, alors que l'implication du démon venait seulement d'être révélée. Par Érine qui plus est. L'aîné des deux Kersians avait fait cette confidence au cœur de la nuit, alors que tous les autres s'interrogeaient à mi-voix sur l'identité des assassins au manteau. La jeune femme ne s'était pas encore expliquée sur ses certitudes, mais Nolan devinait là une nouvelle manifestation de ses fameux pouvoirs. Même s'il était impossible pour le novice de voir en sa sœur une authentique déesse du Jaldara, il était le premier à reconnaître les surprenantes capacités de son aîné. Mais de là à placer la courtisane sur un pied d'égalité avec Eurydice, Zouya et les autres, il y avait un gouffre de piété qu'il ne pouvait franchir. Un décime entier s'écoula, sans que les deux hommes ne quittent leur position. Il y avait heureusement trop de passages sur les quais et dans les rues attenantes pour que quelqu'un se montre intrigué par leur manège. Nolan et Amanon s'efforçaient également de donner le change en parlant des orages de la nuit précédente ou d'autres choses futiles à chaque fois qu'un badaud passait à leur hauteur. En revanche, ils ne prononçaient pratiquement pas un mot lorsqu'ils étaient seuls. Il en avait été ainsi toute la nuit. La tension maintenait les héritiers sur la défensive, et certaines choses avaient besoin d'être longuement réfléchies, mûries ou digérées avant d'être évoquées. Le novice songeait notamment à Kaël, plongé dans la honte et la prostration depuis qu'il avait brandi sa rapière vers son cousin. Il faudrait user de patience et de finesse pour ramener l'adolescent à un semblant de vie. Malheureusement, les fugitifs n'avaient pas de temps pour l'une ou pour l'autre. « Le mât de la gabière porte une des pierres de Dara, » expliqua Nolan. « Le bateau est invisible pour les dieux et les démons, comme nous le sommes nous-mêmes. On ne risque probablement rien à descendre jusque là-bas. » « Sauf si on tombe nez à nez avec l'un de ces démons, » rappela l'interprète. « Il nous verra aussi bien que le monstre de cette nuit nous voyait. Ou plus simplement, on peut croiser l'un de ces fichus fanatiques. Ils doivent savoir que nous sommes arrivés par le fleuve. Il est presque certain qu'ils surveillent le port. C'est ce que je ferais à leur place. » Le novice acquiesça, avec une pointe de contrariété. Il était parvenu aux mêmes conclusions qu'Amanon, mais était prêt à ignorer la prudence pour rejoindre Zéjabel et les autres au plus vite. L'idée que la Zou puisse passer de vie à trépas en son absence lui était trop douloureuse. « S'ils nous guettent vraiment, ils vont se concentrer sur la sortie du chenal, » supposa-t-il. « Ça ne sert à rien d'espionner tous les quais alors qu'il n'y a qu'une issue possible pour les bateaux. » L'interprète soupira, passant la main sur ses joues non rasées. Jusqu'alors, en toute occasion, le collien avait entretenu un col de barbe finement taillé. Mais au lendemain de cette nuit d'horreur, les héritiers ne présentaient plus le même visage. Nolan songea soudain que, s'ils gagnaient en sagesse et en amitié, les membres de leur petit groupe étaient toujours plus fatigués, meurtris et écrasés par cette prophétie de l'adversaire. « J'y vais », décida brusquement le novice. « Nous en aurons le cœur net. »« Non, moi, j'y vais », s'alarma aussitôt Mano. « Je ne t'ai pas demandé de m'accompagner pour que tu prennes les risques à ma place. »« Je suis sûr qu'il n'arrivera rien. Et dans le cas contraire, je compte sur toi et Keb pour venir ensuite à mon secours. » Sans même attendre de réponse, Nolan tourna le dos à l'interprète et commença à descendre vers les quais, d'un pas qu'il voulait montrer tranquille. Il devait admettre, cependant, ressentir une fébrilité de plus en plus grande à mesure qu'il s'éloignait de son seul allié en place. Dans le creux de sa main, le poids dérisoire de sa canne épée lui semblait une bien faible opposition à montrer à ses ennemis, de même que ses membres las et courbaturés paraissaient incapables de supporter encore les efforts d'un combat. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.